Eh bien bonsoir, bonsoir à tous. On va aborder notre sujet du jour. On va parler du Venezuela, mais ça va être divisé en deux vidéos. Il y en aura une partie sur le Venezuela et puis une autre que je ferai plus tard sur le Groenland, puisque c'est dans la foulée, c'est en lien, mais c'est quand même deux sujets distincts. On a donc notre ami Trump qui a décidé de commencer l'année par une formidable collection de dictateurs, présidents sud-américains, appelez ça comme vous voulez. Peut-être qu'il veut essayer d'ouvrir un musée vivant du communisme, je ne sais pas. Est-ce qu'il sera exposé à la vue du public? Parce que c'est vrai que il a tout de suite commencé par faire un petit tour de la ville à Maduro, c'est-à-dire qu'il l'a chopé, il a été pris en photo, on l'a vu descendre de l'avion, et puis après ils l'ont mis dans une première prison, un premier machin, puis après ils lui ont fait faire un peu tout le tour de New York en camion. Donc voilà, il le baladait dans la ville. Il faudrait peut-être une sorte de papa mobile, tu vois, une Maduro mobile, pour pouvoir l'exposer à la vue de tous. Regardez, regardez les enfants, un communiste. Waouh! Depuis la chute du mur, on n'en voyait plus. Bon, donc on va parler un petit peu de tout ça et voir pourquoi finalement ce truc de Venezuela est une connerie absolue qui est un peu un problème au niveau mondial. Avant toute chose, un tout petit mot sur la boutique pour vous dire qu'on a quand même bien fini l'année. J'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous avez bien reçu tous vos colis. C'est l'occasion de faire un petit déstockage de début d'année. Il y a diverses promos que vous pourrez retrouver dans l'onglet promo. Deux, trois trucs de chocolat, les biscuits de Noël, etc. Le nougat. Petite braderie sur les derniers, puisqu'après Noël, forcément, ça se vend moins. Vous pouvez profiter d'un rabais sympa. En attendant, il y a eu un réveil difficile au Venezuela. Ils ont été le choper au saut du lit, on va dire. Toc toc. C'est les calendriers. À 6 heures le matin, pouf. Perquisition, capture du Maduro. Et ils ont explosé au passage la tombe de Hugo Chavez. Un acte extrêmement gratuit, mais qui est l'occasion pour l'ego de vendre un nouveau set qui, à mon avis, plaira à tous les afouéristes. Vous pourrez acheter la tombe d'Hugo Chavez que vous pourrez reclipser. Il y a peut-être un. Il faudra mettre un dispositif d'explosion une fois que tu as remonté le tombeau, je ne sais pas. Enfin bon, tout ça n'est pas très respectueux des morts, et puis du droit international, mais ça va être un peu le sujet du jour. On a pu voir que ça a été aussi l'occasion pour certains de vendre des suites. Nouvel accessoire à la mode, le pinacle de la beauté, c'est le survêtement porté par Maduro qui a été en rupture de stock dans les heures qui ont suivi. Ouais, le fameux droit international, ouais, ça vient, ça vient. Donc rupture de stock sur le pull. N'hésitez pas à habiller les dictateurs de votre coin si vous voulez créer une marque de vêtements ou je sais pas quoi. Sur un malentendu, s'ils sont arrêtés dans votre tenue, eh bien vous pourrez faire un formidable coup marketing et vendre tout votre stock et plus encore. Alors il y en a d'autres qui ont été malins, puisque nous sommes dans l'ère du pari en ligne. Il faudra peut-être que je fasse un jour une vidéo là-dessus aussi, c'est très marrant. Enfin très marrant, c'est plutôt, ça sent un peu la fin du monde, mais donc il y en a un qui a parié 30 000 dollars sur la capture de Maduro dans les États-Unis 24 heures avant l'opération. Donc il y en a deux, trois qui étaient un petit peu au courant. Comme d'habitude, tout le monde pense que c'est le fils à Trump qui serait bien renseigné et qui ensuite pourrait placer ses petits paris et puis ses petits ordres d'achat. Bref, ce trader intelligent repart aujourd'hui avec 400 000 dollars de profit. Alors apparemment, il y a eu des conflits parce que il y a eu un problème d'intitulé sur la nature du pari, et il se trouve que le pari ne portait pas sur la capture de Maduro, mais sur la fin du régime de Maduro ou sur l'invasion américaine. Je ne sais plus sur quoi portait le pari. En tout cas, la plateforme refuse de payer puisque les États-Unis n'ont pas envahi le Venezuela. Et puis Maduro, vous allez voir, est toujours président officiellement du Venezuela. Donc voilà, il faut bien faire attention. Même les gens bien renseignés peuvent perdre sur un problème de syntaxe. C'est con. Peut-être qu'il avait simplement parce que tout de suite, on suspecte qu'il y aurait du délit d'initié. Il est possible que sa source soit tout simplement ce groupe de chamans péruviens. Ils avaient annoncé la chute du président Maduro. Pour l'instant, finalement, il n'a pas encore totalement chuté. Ils ont aussi annoncé une grave maladie pour le président Donald Trump. Bon, visiblement, il est en sursis. Je suis sûr que les gens ont simplement parié en fonction des chamans péruviens. Ça doit être ça. Il y en a une autre pour qui ça a été Noël. Les gens ont pu découvrir une formidable prix Nobel de la paix, fille de milliardaire vénézuélien, qui avait appelé les États-Unis à bombarder son pays. Et aussitôt la capture de Maduro annoncée, elle a fait cette vidéo pour expliquer qu'elle allait ouvrir le Venezuela aux entreprises américaines pour exploiter le pétrole, etc. Ça va être génial, on rase gratis. C'est une prix Nobel de la paix un peu particulière, puisqu'elle avait aussi félicité Netanyahou pour ses actions au cours de la guerre.
Les prix Nobel de la paix ont toujours une vision très personnelle de la paix. C'était Asselineau, je crois que c'est à peu près le seul à en avoir parlé, avoir fait une vidéo sur la manière dont les prix Nobel de la paix sont désignés. C'est simplement une manière indirecte de désigner les larbins des États-Unis, qui sont souvent des traîtres à leur propre pays. Hein. Il y en a un petit peu partout, au Népal, en Iran, machin. Dès qu'on veut mener des actions dans un autre pays, faire du changement de régime, etc., il faut quand même des personnages alternatifs pour mettre au pouvoir. Et donc, il y a ces fameux prix Nobel de la paix, qui ne sont pas directement désignés par Washington, donc comme ça crée une forme de petite distance, et ça leur donne un vernis de légitimité internationale. En plus, voilà, bon, c'est prix Nobel de la paix, donc c'est des gens très gentils. Voilà, donc c'est des gens qui sont sélectionnés par l'État profond américain, et cette dame n'est pas forcément très en vue par Trump, puisque c'est plutôt orienté néoconservateur démocrate, quoi. Des gens qui ne sont pas forcément très alignés sur le Trumpisme, et d'ailleurs, Trump a expliqué à cette dame que on se passera d'elle. Il a confirmé qu'elle n'avait pas le soutien dans le pays, ni le respect de la population, et que par conséquent, elle ne fait pas partie du plan de conquête du Venezuela, ni d'ailleurs Edmundo González, candidat malheureux à l'élection de 2024. Donc voilà, c'est important, hein, le respect, le soutien, la légitimité. Alors, elle a tapiné, elle a dit « Ah non, mais si c'est juste une histoire de prix Nobel de la paix, si tu veux, je te donne le mien. » Elle n'a pas bien compris, quoi. Mais bon, parce que Trump est quelqu'un qui se soucie de la démocratie et du respect de la souveraineté populaire. Donc, il est normal que la transition se fasse dans le respect des institutions et de la volonté des Vénézuéliens. C'est pourquoi c'est Trump qui va diriger le Venezuela jusqu'à la transition. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple. On voit ici le nouveau survêtement à la mode, hein. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le commander. Donc voilà, elle n'est pas légitime, mais nous on l'est, donc on va diriger le Venezuela. Le temps d'assurer la transition, vous comprenez que c'est pas une transition de type démocratique, c'est plutôt une transition de genre, hein. Il faudra peut-être ajouter une lettre à l'alphabet LGBT, etc., puisque la transition consiste essentiellement pour Donald à mettre une petite moustache, changer la couleur du bronzage et rajouter des O à son prénom. Alors, mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, je vous présente El Señor Donaldo Trump, le nouveau président du Venezuela. On va écouter tout de suite son allocution pour comprendre ce qu'il prévoit pour l'avenir du pays. Hola amigos, yo soy su nuevo presidente, el señor Donaldo J. Trump. Your ex-presidente, el señor Maduro, is no longer your presidente. He kept talking shit, and fucking around, and he ultimately found out, Anyway, we're going to make Venezuela grande again. Mucho grande. El bigger y el better than ever before. We're going to drill, baby drill. We're going to have a big, beautiful fiesta, all the tacos you want. Mucho mariachi, sexy mamacitas, and delicious margaritas. And President Trump is going to be el DJ, okay? Oh, ça va être génial, franchement. Alors, du pétrole, des meufs, de la fête, de la tequila, des tacos. Moi, je cite. Franchement, c'est génial. Alors, malheureusement, ça va peut-être pas forcément se passer comme ça. Donc, c'est une vidéo un petit peu parodique, mais qui est finalement assez révélatrice, puisque il n'y a pas vraiment de programme. Et quelque part, c'est ici la déclaration la plus ambitieuse sur le projet des États-Unis pour le Venezuela, puisque une fois que Trump a capturé Maduro, il s'est félicité, super opération, on est vraiment les plus forts, d'ailleurs on va enculer toute la planète maintenant, vous allez voir. Mais finalement, c'est quoi le projet? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va le remplacer par qui? Et dans quel cadre, dans quel processus? On ne sait pas, on n'a pas prévu. Donc ils ont rien prévu pour la suite en fait. C'est un petit peu grotesque. Peut-être que ces gens comptaient sur une forme de révolte populaire à la suite de la disparition de Maduro, que l'intégralité du régime s'effondrerait, qu'il y aurait peut-être des manifestations, une prise du pouvoir par le peuple ou je ne sais pas quoi. Et comme effectivement le régime est assez impopulaire pour des raisons objectives, puisque c'est effectivement une dictature, il espérait peut-être que ce truc s'effondre et soit remplacé par quelque chose d'un petit peu plus ouvert aux États-Unis. Mais bon, pour l'instant, ils ont chopé un type et c'est tout. Évidemment, ils l'ont chopé avec les prétextes habituels de combat pour la démocratie, on lutte contre le narcotrafic, etc. Derrière, il y a des raisons qui sont évidemment plus pragmatiques. Donc, tout le monde a eu à l'idée le pétrole, soi-disant que le Venezuela a les premières réserves, mais ça reste encore à prouver.
Ils en ont, c'est sûr. Par contre, c'est du pétrole lourd, difficile à raffiner et à exploiter. Ils ont aussi des minerais qui intéressent évidemment Trump dans le cadre d'un conflit commercial qui tend à s'intensifier avec la Chine, qui fait de plus en plus pression sur les États-Unis et sur le monde en général avec la question des terres rares. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est la défense du pétrodollar et puis chasser la Chine du Venezuela comme ils ont fait avec le canal du Panama. L'importance de dégager Maduro, c'est essentiellement pour ces deux raisons, c'est qu'il avait accepté de vendre son pétrole contre tout sauf du dollar. Donc c'est un processus de dédollarisation. L'une des forces du dollar, c'est justement d'être la monnaie pour échanger du pétrole, ce qui fait que tout le monde doit en avoir, etc. C'est ce qui en fait la monnaie du monde. Si les exportateurs de pétrole commencent à accepter autre chose que du dollar, et en particulier du yuan, par exemple, et puis surtout de tout accepter sauf le dollar, c'est une atteinte directe à un intérêt fondamental des États-Unis. Et puis aussi, depuis une bonne dizaine d'années, la Chine commençait à faire son trou au Venezuela. Non seulement ils achetaient le pétrole, je crois que 80% du pétrole part en Chine. Actuellement, il y a un blocus et les États-Unis détournent le pétrole, le volent littéralement en fait. Donc il y en a beaucoup moins qui arrivent en Chine. Les Chinois, en échange du pétrole, avaient fait un énorme prêt au régime de Maduro. Je crois que c'est 60 ou 80 milliards, je ne sais plus, qui étaient remboursés au fil du temps avec du pétrole. Comment ce prêt va être remboursé, ça c'est autre chose. Et puis la Chine avait un poids de plus en plus important dans les infrastructures du pays, à commencer par les télécommunications avec Huawei, puisque toutes les infrastructures de communication sont en fait chinoises et donc contrôlées par la Chine. J'ai vu aussi qu'il y avait l'entreprise ZTE qui avait mis tout un système informatique en place pour le paiement des trucs sociaux, des choses comme ça, la gestion des cartes d'identité, enfin... Bref, de plus en plus, toutes les infrastructures cruciales au Venezuela sont en fait pilotées par la Chine. Donc de fait, le pays devient complètement dépendant et soumis, en quelque sorte, aux Chinois. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable dans la sphère d'influence des Américains. Donc ils le dégagent. Donc ce ne sera pas pour apporter des tequilas et des tacos gratuits. Ce sera pour contrôler les ressources. On contrôle les ressources énergétiques, comme l'affirme J.D. Vance. Il confirme que le contrôle sera total des États-Unis sur les matières premières du Venezuela. Et nous disons au régime, vous êtes autorisé à vendre le pétrole tant que vous servez les intérêts nationaux de l'Amérique. Et là, actuellement, les intérêts nationaux, c'est plutôt restreindre les exportations vers la Chine, d'atrophier l'économie chinoise qui est dépendante d'importation du pétrole comme de nombreux pays. Donc on a ici la vraie raison, qui n'est d'ailleurs pas comprise par tout le monde, puisque ce coup de force a fait pas mal réagir, notamment à gauche. Ce coup de force qui n'a strictement rien à voir avec des raisons politiques, idéologiques, de narcotrafic ou je sais pas quoi. Mais visiblement, tout le monde s'est arrêté à ces éléments. Et donc, ça a fait ressurgir deux sortes de crétins. Le crétin de gauche, qui s'est empressé d'aller défendre un dictateur et qui a pleurniché sur ce qui est effectivement un problème. Le fait que les États-Unis kidnappent quelqu'un, c'est un souci. Mais ils se sont aussi épanché sur le fait que Maduro, ce petit père des peuples socialistes, ne soit plus au pouvoir, alors que effectivement c'est un dictateur qui serait dénoncé par ces mêmes personnes s'il n'était pas de gauche. Et ils se sont pris une soufflante par tous les Vénézuéliens expatriés qui ont reproché à tous ces gauchistes bien pensants confortablement installés dans les pays occidentaux, qui leur ont reproché de parler en leur nom. Il se trouve que les Vénézuéliens, en particulier dans la diaspora, sont anti-Maduro possible, et ils veulent un changement de gestion du pays, parce que c'est une catastrophe, même s'il y a la question des sanctions, etc. Mais la gestion du pays de base est une catastrophe, ça on aura l'occasion peut-être d'évoquer ça un peu plus loin. Bref, et puis ça a été l'occasion de redécouvrir la finesse intellectuelle de nos droitards pro-européens. Ça, c'est une espèce assez particulière qui n'est pas toujours dans mon champ de vision, mais là, les tweets, les machins font que j'ai pu voir 2-3 réactions de cette équipe qui effectivement s'est moquée du droit international et de la souveraineté, etc., comme si c'était de la naïveté. Mais on va en parler un petit peu plus loin. En fait, on a simplement affaire à des macronistes radicalisés, des macronistes décomplexés sur la question du racisme, en fait. C'est essentiellement ça, ces gens. Et d'ailleurs, on en a eu ici un exemple, qui trouve que Macron a raison de soutenir l'action de Trump et que c'est une bonne chose. Donc on va voir justement ce que disait Macron au tout début. On va revenir sur la question des droits tardés, là on va voir un peu les réactions à l'international. Donc Macron, au début,
Il a mis un petit temps à réagir et puis il s'est dit bah c'est le retour des Américains qu'on connaît, donc bravo, bravo Trump. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Maduro et ne peut que s'en réjouir. C'est partiellement vrai, disons que si c'est pour instaurer une dictature xénocratique américaine, c'est pas forcément mieux pour les habitants du Venezuela, surtout que les États-Unis se sont toujours accommodés des pires dictatures à partir du moment où cela serve les intérêts des États-Unis. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. Je ne sais pas s'ils se rendent compte que cette phrase pourrait s'appliquer à lui. Il faudrait rentrer un petit peu plus dans le détail, parce que là, c'est un peu des mots-clés, hein, liberté fondamentale, confisquer le pouvoir, je veux dire, c'est exactement ce qui se passe en France avec le macronisme minoritaire qui se permet de confisquer le pouvoir et qui veut passer son temps aussi à piétiner les libertés fondamentales, notamment en ce qui concerne le droit de manifester et puis la liberté d'expression en ligne. La transition à venir doit être pacifique, c'est sûr qu'un truc qui commence avec une opération militaire, ça commence bien, c'est pacifique. Démocratique, respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien, nous souhaitons que le président Edmundo González, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. Donc là, ça pose un problème, parce qu'il y a quand même des institutions au Venezuela qui prévoient que la vice-présidente prenne la suite, dans le cas où le président ne soit plus en état d'assurer ses fonctions. Enfin, c'est vrai que les élections en 2024 sont contestées, mais Delcy Rodriguez étant la vice-présidente, c'est à elle d'assurer l'intérim. Et puis ensuite, je m'entretiens, blablabla. Bon, donc il ne respecte pas les institutions démocratiques du Venezuela en disant cela. Bon, cela dit, Maduro, visiblement, ne le respecte pas non plus. Quant à Edmundo González, il a quand même 76 ans et c'est un peu un bidon local. Il n'a pas l'air extrêmement frais, hein. Donc Macron raconte n'importe quoi comme d'habitude et il se félicite finalement d'un coup d'État extrêmement vulgaire, sans subtilité. Alors le problème aussi, c'est que au Venezuela, rien n'a changé avec le départ de Maduro. Et on a même vu des milliers de partisans de Maduro manifester à Caracas pour sa libération. Alors il faut quand même savoir que ces fameuses manifestations au Venezuela sont un petit peu orchestrées par le régime. La plupart des gens qui crèvent pas de faim là-bas sont quand même des obligés du régime. Et tous ceux qui sont employés par l'État sont totalement dépendants et soumis. Ces fameuses manifestations peuvent très bien être organisées. J'avais vu que, enfin, parfois ils envoient des SMS aux gens, aux profs, aux fonctionnaires, etc., leur disant vous allez manifester à telle date, telle heure pour le régime. Ça permet de faire une petite démonstration de force pour redorer un peu la légitimité du régime, tant pour la population intérieure que vis-à-vis de l'extérieur. Donc je ne suis pas tout à fait sûr que le sentiment des Vénézuéliens, y compris au Venezuela, soit très pro-Maduro. Mais il y a toujours des larbins. Alors il y a aussi les syndicalistes. Voilà, des travailleurs de la compagnie pétrolière nationale se sont filmés en défendant Maduro et en dénonçant toute ingérence américaine. Ils affirment qu'aucun Piti Yankee ne viendra leur donner des ordres. J'aime bien les Piti Yankees. Alors, ce qui est assez drôle, donc là vous avez quand même un cas d'école de socialisme où vous avez les travailleurs qui ont un IMC normal, et vous avez le chef, le syndicaliste, qui est obèse, tel un député français. Il fait penser à Bayrou, avec qui s'est allé coincer son gros bide dans un Mirage, et puis Vaillant, ce député qui ne sait plus comment se déplacer si on ne lui paye pas un chauffeur, et qui est énorme, enfin, c'est une barrique, le mec. Donc là, c'est pareil. Je blague un peu parce que souvent maintenant l'obésité c'est plus lié à la malbouffe qu'à la quantité, mais enfin on voit quand même que c'est le seul qui bouffe bien, quoi. Donc je trouve qu'il y a un côté caricatural de la dictature entre guillemets socialiste, où les seuls qui sont gros sont les proches du régime. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'action de Trump a tendance à radicaliser l'anti-américanisme des Vénézuéliens qui pourraient se dire on préfère être esclave sous Maduro entre Vénézuéliens, plutôt qu'être l'esclave des Américains, pour des questions de dignité de base. Et de fait, là c'est peut-être un peu plus significatif, on voit les ministres de l'opposition vénézuélienne qui se sont joints aux dirigeants du parti madouriste pour chanter l'hymne national, etc. Donc Trump, par sa violence, par la brutalité de son action, etc., en plus bombarder la tombe de Chavez, comme ça c'est peut-être rigolo auprès de son électorat, mais ça fait pas forcément marrer les Vénézuéliens pour qui c'est un personnage quand même important auquel ils sont attachés. Et le résultat, c'est que même s'ils aiment pas Maduro, qu'ils aiment pas la politique actuelle, qu'ils veulent du changement ou je sais pas quoi, c'est pas pour autant qu'ils veulent devenir les tapins des Piti Yankees. Donc son action risque d'être extrêmement contre-productive,
Et on voit ici ce truc relayé par Vincent Lapierre, etc., où on voit la vice-présidente, nouvelle présidente maintenant, Delcy Rodriguez, s'exprimer à propos des États-Unis et de leur effondrement, en fait, et de la manière dont ils veulent se servir du Venezuela pour compenser leurs problèmes internes. Somos socios de Chevron, que es una empresa de los Estados Unidos. Je vais peut-être simplement vous lire les sous-titres, ce sera plus simple. Donc, nous sommes partenaires de Chevron, qui est une entreprise des États-Unis. C'est comme ça que ça marche. Mais eux, ils veulent le pétrole sans le payer, parce qu'ils veulent économiser les coûts. Ils veulent économiser les coûts dans leur processus économique, qui en a pris un coup. Ils ne sont plus la première puissance économique du monde, c'est la Chine, ils se sont fait dépasser. Et ils pensent qu'ils peuvent récupérer cette position. Ils ont besoin du pétrole gratuit de la part du Venezuela, et donc pour qu'il soit gratuit, il faut le voler. Et nous, en tant que peuple, est-ce qu'on va donner le pétrole? Est-ce qu'on va donner notre richesse? Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont pris d'assaut, avec des forces militaires, un tanker qui transportait du pétrole, le pétrole du Venezuela. Et quand on leur a demandé ce qu'ils allaient faire du pétrole, ils ont dit le garder. Voilà. Ils se comportent comme une organisation criminelle qui vole. C'est un comportement en fait de mafieux, de racailles, où ils viennent, ils se servent en fonction de ce qu'ils veulent, etc. Et donc, au passage, ils se torchent avec le droit international. Donc on voit que le Venezuela a tendance à faire bloc contre le retour des Américains, contre la politique américaine qui vise finalement, enfin ils ont compris, ils vont se faire voler leur pétrole, voler leurs richesses et ils auront rien. Donc quitte à avoir rien, autant essayer de garder un minimum de souveraineté, même si dans les faits ils tombent un peu dans l'escarcelle chinoise, mais ça c'est un autre débat. C'est pas pour autant, enfin il y a une espèce d'anti-américanisme historique vis-à-vis de la politique des États-Unis en Amérique latine, qui fait qu'ils préfèrent visiblement être sous la dictature de Maduro dans la poche des Chinois, plutôt que de revenir dans l'escarcelle des États-Unis. Ça en dit long, et visiblement la méthode Trump est loin d'apaiser ce sentiment, peut-être qu'en tendant, je sais pas exactement ce qu'ils auraient pu faire pour que ça se passe mieux, pour pouvoir chasser les Chinois d'une autre manière. En tout cas, c'est un échec critique, et on peut voir ici le PDG d'ExxonMobil, qui affirme que le Venezuela reste non investissable, sans changement majeur, prenant le contre-pied de Donaldo Trumpo, qui avait prévu Mucha Mamacita et des Margaritas, etc. Et finalement, le projet n'a pas plu aux Vénézuéliens, qui conservent leur dictature, visiblement. Et donc ça contredit Trump, qui appelait les compagnies pétrolières américaines à revenir au pays, à expliquer que c'est nous qui allons diriger, et on prend le contrôle des matières premières, etc., visiblement. Le PDG d'Exxon dit, non mais en fait, rien n'a changé pour le moment. Et vous avez capturé un mec. C'est tout. Alors tout ça semble être l'intervention un peu grossière d'un mec qui a plus trop le temps. C'est un peu ce que donne l'impression de l'action de Trump. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu beaucoup de tentatives de changement de régime du temps de Chavez, du temps de Maduro aussi. Il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État. Il y a eu ensuite les sanctions qui étaient censées mettre par terre un régime déjà exsangue à cause de sa propre politique. Chavez puis Maduro ont essentiellement vécu de la rente pétrolière, au point de même désinvestir leur propre exploitation du pétrole, tellement l'entreprise nationale d'exploitation du pétrole était mal gérée, bourrée de corruption, avec du fric qui était pris pour financer des services sociaux, des programmes sociaux, etc. Tant et si bien qu'ils sont même plus capables d'exploiter correctement leurs propres ressources. Et puis ils n'ont pas su développer une économie diversifiée. Donc quand on vit d'une rente, qu'on diversifie pas l'économie et qu'on bouffe la rente au point de plus être capable de l'exploiter, forcément au niveau économique ça se tend. Et les États-Unis avaient rajouté par-dessus ça une couche de sanctions pour essayer de tout foutre par terre et créer des révoltes populaires et un changement de régime. Il y a eu ensuite l'opération Guaido en 2018-19, je ne sais plus exactement, où à la faveur d'une élection, toute la communauté internationale s'était mise d'accord pour dire Guaido a gagné, bravo, on reconnaît la victoire de Guaido à Maduro, etc. Bon, ça n'a pas marché. 2024, rebelote. Il y avait quand même eu des manifestations, etc., qui avaient été réprimées, mais ces ingérences extérieures participent aussi à radicaliser le régime dans une forme de... Le mot paranoïa n'est peut-être pas forcément le bon mot, puisqu'il y a des éléments, effectivement, qui donnent à penser, il y a des éléments qui légitiment les inquiétudes d'ingérence. Mais de fait, ça conduit à une restriction des libertés publiques, restriction de la contestation, qui pousse le régime dans une dictature. Donc tout ça avait échoué, et il se trouve que Trump a un mandat de 4 ans, et qu'il y a les mid-terms qui arrivent cette année, donc en vrai, un président américain, il a 2 ans pour faire des trucs, et puis en plus, il n'a pas les mains extrêmement libres. Donc, pour dégager la Chine du Venezuela,
il n'avait pas tellement d'autre choix que de faire une intervention radicale, on va dire. En tout cas, c'est la lecture qu'on peut en faire. Donc comme il veut pas envoyer des troupes au sol, c'est plus vraiment à la mode d'envoyer des soldats, donc il a essayé de faire le coup d'état minimal en capturant le chef, et puis en espérant que tout ça débouche sur un changement de régime, mais apparemment l'effort n'a pas été suffisant. En tout cas, du côté des réactions, on reprend notre histoire de Macron, qui s'était réjoui de la libération du peuple vénézuélien, de la dictature madouriste, visiblement ça n'a rien changé, et il a fallu faire un petit peu de rétropédalage. Jean-Noël Barrot s'est empressé le lendemain d'expliquer que Macron n'avait pas du tout cautionné cette intervention américaine, et Macron a dit lui-même ne pas approuver la méthode des États-Unis. Voilà, il y a un problème de méthode, etc. Peut-être que le fait que la médecine des Vénézuéliens allait demain s'imposer au Groenland n'était pas forcément du goût de nos européistes, donc ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule, et tout d'un coup ils se sont rappelés que le droit international, tout ça c'était quand même intéressant et important. Il y en a un autre qui a parlé un petit peu trop vite sans avoir beaucoup réfléchi, c'est notre ami Zelensky. Zelensky qui s'est dit bon, bah, si on peut traiter les dictateurs de cette manière, il n'y a qu'à faire pareil avec Poutine, ne se rendant pas compte que la réciproque était aussi vraie, d'autant plus que ce gars-là n'est plus président de l'Ukraine depuis plus d'un an, hein, 1 an et demi je crois. Il est au-delà de son mandat, il a fait interdire tous les partis politiques, il a supprimé les élections, il y a des gens qui sont en prison pour délit d'opinion, il réprime toute une partie de sa population simplement parce qu'elle est russophone, etc. Donc, disons, dans la catégorie dictateur et corrompu, et trafiquant de drogue en plus, ça se pose là. Trafiquant d'armes aussi, on pourrait dire. Il y a quand même un paquet d'armes qui sont envoyées à l'Ukraine dont on ne trouve plus la trace. Bon, ça reviendra dans la gueule des gens plus tard, c'est pas grave. Donc il s'est peut-être pas rendu compte que si la capture de dirigeants au prétexte qu'on les considère comme dictatures devient une chose normale dans les relations internationales, il risque d'en faire les frais assez vite. D'autant que, alors bon, il y a bien sûr Poutine qui peut s'en charger, il a d'ailleurs essayé, hein, c'était le but de l'opération spéciale, pas spécialement d'ailleurs de capturer Poutine, mais de capturer le pouvoir en Ukraine et de faire les changements qu'il souhaitait. On soutient Zelensky et compagnie contre la Russie précisément pour ce que Trump a fait. Donc normalement, on devrait envoyer des troupes au Venezuela pour défendre la souveraineté, la démocratie, etc. Là, au contraire, Macron trouve que c'est très mal quand les Russes le font et que c'est très bien quand c'est Trump qui le fait au Venezuela. Donc après, c'est un peu compliqué de défendre des valeurs, la démocratie, les règles internationales, etc. Justement, en parlant du loup, Poutine en a profité pour dire que tout ça était illégal, c'est vrai, mais c'est cohérent avec la défense des intérêts des États-Unis, alors ça va, quoi, quelque part. Bon, finalement, les États-Unis commencent à s'aligner sur nos pratiques. C'est pas légal, mais si c'est dans l'intérêt du pays agissant, ça va, c'est légitime. Il a aussi dit qu'il soutiendrait, qu'il apporterait son soutien au Venezuela, peut-être pour soutenir la démocratie, je ne sais pas. La Chine a aussi réagi, alors eux, ils l'ont particulièrement dans le cul. Ils n'acceptent pas qu'un pays se prenne pour juge ou gendarme du monde. La Chine appelait les États-Unis à libérer immédiatement Maduro et son épouse. Les États-Unis ignorent le statut du président Maduro, blablabla. Bref, ils sont pas contents. C'est une violation de la souveraineté et des relations internationales. Bon. Évidemment, la Chine qui poussait ses pions au Venezuela, qui a besoin du pétrole, est particulièrement impliquée dans la gestion des infrastructures, l'exploitation des ressources. Pour eux, c'est une tête de pont qui est fragilisée. Parce que, évidemment, ce qu'on comprend en fait ici, c'est que Trump, il en a rien à branler du Venezuela. Il s'en fout que Maduro soit un dictateur, même socialiste. Il s'en fout qu'il fasse du trafic de drogue. Ce qui compte, c'est qu'il ne discute pas trop avec les Chinois. Et que le partenaire privilégié des pays sud-américains, et en particulier ici du Venezuela, ce soit les États-Unis et que ce soit eux qui contrôlent un petit peu ce qui se passe dans leur Lebensraum, dans leur espace vital. Donc c'est surtout ça qui se passe. Et si Maduro était un peu plus coulant avec les États-Unis et leur réservait le pétrole, leur réservait davantage de contrats, etc., finalement Maduro pourrait faire toutes les dictatures socialistes qu'il veut, et tout le trafic de drogue qu'il veut, quand bien même ce serait vrai ou pas, en fait, on s'en fout, ça ne gênerait plus du tout les États-Unis. D'ailleurs, Delcy Rodriguez va se rendre aux États-Unis pour discuter, y compris le président colombien, dont la veste a été attrapée aussi par Trump. On ne sait pas pourquoi il s'est mis à insulter tout le monde, à expliquer qu'il allait bombarder le Mexique, la Colombie, etc. Peut-être que derrière, il faut aller voir les relations que ces pays entretiennent avec la Chine. Peut-être que si ces pays restent dans le giron des Américains, tout ira bien. Alors,
Oui, je voulais revenir un petit peu sur cette question du droitardisme ça a soulevé un point en fait qui est celui du droit international. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où la loi du plus fort s'applique ou est-ce qu'il faut essayer de respecter le droit international, sachant qu'effectivement ce droit ne vous protège pas de la volonté du plus fort, d'un voisin, etc. Donc on a eu tous nos droitardés pro-européens qui sont venus expliquer que le droit international c'est de la merde, qu'il ne faut pas le respecter, que ça n'a aucun sens, qu'on vit dans un monde de rapport de force d'ailleurs, vu au sens le plus strict. Hein. La force brute et rien d'autre. Ça a été l'occasion pour eux d'exprimer leur vision du monde. Donc on a ici cet individu, je ne sais pas qui c'est, enfin bon, elle a une certaine portée sur les réseaux, alors voilà. Pour elle, l'avenir, c'est un monde qui va se polariser entre grands blocs, et on ne va pas choisir d'être une espèce d'exception, pas plus qu'on ne pourra changer de camp, l'ennemi nous a désignés. Donc c'est une vision un petit peu manichéenne des relations internationales et qui est fausse. Ce qu'on voit, c'est que les pays n'ont pas ni d'amis, ni vraiment d'ennemis. Ils ont des intérêts, et est un ennemi celui qui s'oppose à ces intérêts. Il y a quelques décennies, il y a même une dizaine d'années encore, je crois, la Chine et la Russie ne pouvaient pas se blairer. Aujourd'hui, ils sont en train d'être copains comme cochons, puisqu'ils ont plus d'intérêts communs que de divergences. C'est toujours comme ça dans les relations internationales. L'ennemi d'hier est l'allié de demain. Il y a eu combien de guerres avec l'Allemagne en 45, en 40 plutôt. L'ennemi, c'était l'Allemagne. Passé 45, c'était devenu le nouvel allié, puis on va travailler ensemble, et puis voilà, faut faire la paix, on va plus se taper dessus, on va travailler ensemble. Et d'ailleurs, pour eux, Allemands et Français font partie du même camp, de ces fameux blocs polarisés, et il appelle ça le camp des Blancs. Quand je vous disais que ces gens sont des macronistes décomplexés sur la question du racisme, c'est la pensée européenne, hein, faut faire l'Europe pour faire le poids. Si on fait pas l'Europe, on va se faire bouffer demain par les Chinois, les jaunes. Alors les jaunes avant c'était les Japonais, les Américains, etc. Le grand méchant monde va nous manger et il faut qu'on fasse notre forteresse de blancs. Et les plus forts des blancs, c'est Rome, et aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui les États-Unis, pour des raisons qui dépassent la stupidité de nos dirigeants. Voilà, ça pense en termes de sphère civilisationnelle. Tout ça est complètement dépassé. Il n'y a que des intérêts entre les pays. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit par exemple en Syrie. Il y a eu un coup d'État, une guerre en Syrie en 2000, quand c'était 2012 que ça a commencé, pour virer Bachar el-Assad. Quelques années avant, Bachar était reçu comme quelqu'un qui est certes un dictateur, mais il faut respecter la souveraineté et blablabla. Il était reçu dans tout l'Occident, tant qu'on était allié avec lui. Et puis un jour, il a choisi le mauvais projet de gazoduc. Et puis il y a eu les intérêts d'Israël qui sont rentrés là-dedans, le projet de Grand Israël, etc. Mais je pense que la base, c'était cette histoire de gazoduc, hein, qui renforçait l'Iran, ou je sais pas quoi, enfin bref. Ça allait plus dans le bon sens. Donc c'est devenu une dictature. Bachar est devenu un dictateur sanguinaire. Il y a eu un coup d'État qui a été mené dans le cadre des révolutions du printemps arabe, etc. Et donc il bombardait effectivement un petit peu les manifestants. Il y a eu une répression un petit peu dure. Mais d'un côté, donc Bachar devait être éliminé puisqu'il n'était plus un démocrate, mais de l'autre côté, on soutenait ce qui se passait en Ukraine pendant la même période où il y avait Poroshenko qui bombardait les populations civiles du Donbass. Donc lui, c'était un grand démocrate qui tuait son peuple, mais tout allait bien parce qu'il était dans le bon camp. Et Bachar était un méchant dictateur qui tuait son peuple, et donc il fallait l'éliminer. Donc on avait des appels au meurtre constamment à la télé pour le virer. Il a fini par dégager dernièrement. Il a été remplacé par quoi ? Par le dernier des islamistes, qui est un mec de Daesh. Alors il a rasé sa barbe, il a mis un costume pour faire plus démocrate et pour qu'il passe à la télé, mais c'est un coupeur de tête. Hein. C'est un coupeur de tête islamiste. Maintenant il est dans le camp des Blancs, selon cette vision du monde polarisé entre blocs et toutes ces conneries. Les Occidentaux s'accommodent très bien de ce cinglé dictateur, etc., qui d'ailleurs applique une politique qui est encore plus dure que celle de Bachar avant les événements de 2011. Effectivement, après, ça a été la guerre. Il a fait buter des gens dans la rue et tout. Enfin, je parle du nouveau, là, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Mais bon, tout va bien. Enfin, il est pro-occidental. Donc c'est une histoire d'intérêt. Et encore une fois, si Maduro était pro-américain, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes. Donc ils ont une vision vraiment manichéenne du monde qui ne correspond pas en fait au jeu des puissances où derrière les grands discours sur le droit international, la démocratie, etc., ça c'est les arguments occidentaux. En Russie, vous avez tout le charabia autour de la grande guerre patriotique, etc., pour justifier ce qui se passe en Ukraine. Derrière, ce ne sont que la défense d'intérêts bien compris, et ceux qui s'y intéressent le comprennent. Il y en a d'autres qui restent que très premier degré, et malheureusement,
ces droitardés sont premier degré. Ils s'imaginent vraiment que Trump est allé au Venezuela pour lutter contre le gauchisme et contre le narcotrafic. Donc on a par exemple ici Damien Rieu. Alors il fait un peu une blague, mais ça en dit long sur la notion de nationalisme parce que ces gens sont définis, sont qualifiés de patriotes, de nationalistes, etc. Première chose qu'il dit, c'est d'appeler une puissance étrangère, en l'occurrence Trump, pour virer des communistes dictateurs qui défendent le trafic de drogue. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Justement, il y en a un qui lui fait remarquer, si c'était Bukele ou Bolsonaro qui avaient été virés par les démocrates et capturés de la même façon, il ferait moins le malin, ce serait pas le même discours. Il y aura un deux points de mesure. Et justement, il explique que ni Bukele ni Bolsonaro sont des dictateurs affameurs qui ont fait fuir 20% de la population, etc. Soudainement, il y a des critères. Sauf que le problème, c'est que c'est pas eux qui définissent les critères. Donc on se rend compte que pour Damien Rieu, le point d'achoppement, c'est d'avoir des dictateurs affameurs qui font fuir 20% de la population. Donc Bukele, etc. ne seraient pas concernés. Mais qui décide? Celui qui tient le manche, en fonction de ses intérêts personnels, et pas de la vision du monde de Damien Rieu, dont personne n'a rien à branler. Et alors, il y en a une autre qui n'a rien compris, c'est Sarah Knafo. On va écouter un petit peu ce qu'elle dit. Je suis sidérée des réactions de la classe politique à la capture de Maduro. À droite comme à l'extrême gauche, j'ai entendu parler de droit international pour un homme qui a fraudé les élections, enfermé ses opposants politiques, affamé son peuple, accueilli le Hezbollah et l'Iran sur son sol. Qu'a fait le droit international pour le peuple vénézuélien depuis 1999 ? 8 millions de Vénézuéliens ont été forcés de fuir leur pays. Et en fait, elle croit premier degré que les États-Unis sont allés libérer le peuple vénézuélien, alors qu'ils sont simplement allés remplacer une dictature par une autre qui leur convient. Et je suis pas sûr que le changement de régime de cette nature soit vraiment en faveur du confort, du bien-être du peuple vénézuélien. En général, ça se passe pas très bien. À la limite, les Américains auraient viré Maduro pour redonner la parole au peuple vénézuélien, mais pour ensuite respecter leur parole. Donc si les Vénézuéliens votent pour un candidat anti-américain ou extrêmement sourcilleux des intérêts du Venezuela et que ça contrevienne aux intérêts américains, je suis pas sûr qu'il reste en place. Donc elle a pas bien compris, quoi. Ou elle fait semblant de ne pas comprendre. Quant au droit international, s'il n'a pas fait assez pour les Vénézuéliens, peut-être que c'est simplement qu'il n'y en a pas assez, ou qu'il n'est pas assez respecté. Ça peut être aussi une façon de voir les choses. 8 millions de Vénézuéliens ont été forcés de fuir leur pays. C'est ça le droit ? Le droit est censé protéger les peuples contre la tyrannie, pas protéger les tyrans contre les peuples. J'ai entendu le mot de souveraineté, galvaudé dans certaines bouches. La souveraineté, elle vient du peuple, qui est l'autorité suprême. La souveraineté, ce n'est pas d'offrir le droit à un narco-dictateur de nuire au reste du monde, de menacer nos intérêts en transformant son propre pays en exportateur de drogue, en plaque tournante de la cocaïne qui inonde le monde et empoisonne notre jeunesse. Ouais, enfin bon, la plaque tournante de la cocaïne, c'est un peu le port du Havre, et puis les Pays-Bas, peut-être aussi les salons parisiens d'une certaine classe politique. On ne donnera pas des noms, hein, mais bon, ils sont quand même nombreux à foutre la tête dedans, quoi. Donc, elle en a croisé combien, elle, des Parisiens qui consomment de la coke? Et effectivement, elle confond avec le Mexique. En fait, ils sont en train de défendre la notion de droit d'ingérence. J'ai entendu le mot ingérence. Ah bah voilà. Quand un narco-dictateur viole notre souveraineté, en utilisant les armes de guerre que sont le trafic de drogue et l'invasion migratoire. L'invasion migratoire, c'est le mot qui débarque. Ça n'est pas de l'ingérence de répondre. Ça s'appelle de la légitime défense. Enfin, la leçon à retenir pour M. Maduro et pour ses amis français, c'est que la souveraineté, c'est d'abord la force de pouvoir se défendre. Pas se désarmer en brandissant le drapeau blanc du droit international. Pompée disait déjà... Mais ça, ce truc de se défendre, en fait, ça s'applique au Venezuela. Mais... Arrêtez de citer vos lois à voilà. des hommes armés d'épées. Le paradoxe de la classe politique française, c'est elle qui brandit le drapeau blanc du droit pour un dictateur communiste qui ne l'a jamais respecté. Pour ma part, je préfère un réalisme qui sert la liberté et défend nos intérêts qu'un légalisme qui protège les bourreaux qui nous menacent. Je savais pas qu'on était menacé par Maduro maintenant. C'est quand même... Enfin, c'est qui se noue? C'est quoi ces souverainistes, enfin ces nationalistes en merde séchée qui sont en fait des Américains mentaux? C'est une catastrophe, ces gens. Bon, donc on a vu Knafo, on a vu Damien Rieu, etc. Donc c'est des gens qui sont premier degré sur le motif de l'intervention. On est là pour défendre le peuple vénézuélien, apporter la démocratie, lutter contre le narcotrafic et l'invasion migratoire du Venezuela. Oui, d'accord. Ok. En admettant que les États-Unis soient vraiment
intervenu pour défendre la veuve et l'orphelin et la démocratie. Qui définit ce qu'est la démocratie? Qui définit à quel moment on ne l'est plus? Et quelle est la bonne réponse à apporter? Quel est le bon degré? Est-ce qu'il faut simplement capturer un mec? Est-ce qu'il faut complètement raser le pays? Est-ce qu'il faut l'envahir? Est-ce qu'il faut rééduquer la population qui ne serait pas bien éveillée aux questions de démocratie? Visiblement, le Venezuela a l'air de tolérer la dictature, il faut peut-être les rééduquer. Donc c'est le problème aussi avec ce que disait Rieu. Dès qu'on lui dit, mais au fait, si un autre dirigeant qui a les moyens d'aller capturer tel ou tel président qui lui plaît pas, commence à le faire avec des gens que tu soutiens, comme Bukele ou je sais pas qui, ou Minei, voilà. Ah oui, mais tout d'un coup, il y a des critères. C'est pas assez des dictatures. Donc, ça veut dire qu'il faut définir et codifier ce droit d'ingérence, et ça s'appelle du droit international. Donc ce qui est très drôle, c'est que ces gens qui méprisent le droit international sont de toute façon en train de réclamer l'existence d'un droit international, même d'un droit d'ingérence. Donc la question, c'est de savoir c'est quoi une démocratie. Pourrait y avoir des dérives. Qu'est-ce qui se passe si la définition internationale de la démocratie, c'est d'avoir un parti communiste chinois à la même structure dans tous les pays? La Chine trouve ça très bien. La Chine trouve que la dictature, oui, il y a eu un lapsus, que la démocratie libérale trouve que c'est le merdier et que c'est inefficace, que ça crée énormément de désordre et de problèmes, que c'est instable, que c'est un danger pour la stabilité du monde. On pourrait, comme ça, développer des arguments, et il pourrait dire, mais il faudrait s'ingérer dans les affaires de tous les pays qui n'ont pas une structure politique semblable à la nôtre. Qui définit ce qu'est une dictature, ce qu'est une démocratie? Il y a quand même un socle commun, en général, sur la majorité des pays du monde. Ok. Et sans doute que Maduro, effectivement, peut être qualifié de dictature selon les critères internationaux les plus répandus. N'empêche qu'on ouvre une porte qu'on risque de prendre dans la gueule. Alors, en tout cas, il est sûr que le droit international ne protège pas, par exemple, d'un dictateur d'utiliser la force, et il faut donc être capable d'assurer sa défense, mais ça s'adresse quand même aux gens qui sont ciblés par les États-Unis pour le moment. Puisque c'est les États-Unis qui sont les premiers fouteurs de merde, qui font des sanctions. Toutes les sanctions internationales sont illégales au regard du droit international. Contre le Venezuela, contre l'Iran, contre la Russie, contre tout ça. Les politiques de changement de régime, tout ça c'est de l'ingérence. Alors, c'est une ingérence plus douce que d'aller directement capturer le mec, mais tous les coups d'État, les révolutions colorées, etc., c'est chier sur les règles internationales. Quand il y a des guerres aussi illégales en Irak, Libye, Syrie, au Kosovo, donc en Yougoslavie, tout ça derrière, c'est contraire au droit international et ça crée des précédents qui créent un certain environnement international dans lequel l'usage de la force est visiblement toléré. Donc c'est sûr que le droit international ne protège pas des ingérences et de l'usage de la force. Mais ça, on peut faire des parallèles avec les réglementations nationales. C'est interdit de cambrioler, il y en a quand même qui le font. Donc ça n'interdit pas de fermer ses portes, de mettre des caméras, d'avoir peut-être de quoi se défendre chez soi si vraiment on est dans une zone un petit peu tendue, d'avoir carrément des armes pour se défendre. Mais voilà, est-ce que ces gens sont en train de dire il faut supprimer toutes les règles, tout le droit en France, puisque de toute façon, c'est pas parce qu'il y a des règles qui interdisent le cambriolage, il y en a quand même, donc ça ne sert à rien. Voilà, on citait le squat, c'est pareil. Pourquoi défendre le droit de propriété? Ça sert à rien. On n'a qu'à simplement appliquer la loi du plus fort. Le droit de propriété, c'est là où je m'installe et où on ne me chasse pas. On pourrait se libérer du droit national, parce qu'il faut avoir une vision pragmatique de la société, et puis il s'agit simplement d'entrer dans un endroit, se l'approprier, comme les États-Unis font avec certains pays, visiblement, prendre ce qui nous intéresse, s'installer, et puis on n'a qu'à créer ce type de pays basé sur le pragmatisme version CNAFO, où il n'y a plus de règles, puisque de toute façon, les règles n'interdisent pas aux gens de les violer. Donc voilà, on n'a qu'à faire ça. Donc le problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de droit international et que celui-ci n'est pas assez respecté. Alors on pourrait essayer effectivement de vivre, comme ils le pensent eux, dans un monde où la loi du plus fort règne, puisqu'ils considèrent le rapport de force uniquement sous le terme de la violence et de la force. Rapport de force, ça peut induire aussi des choses un petit peu plus fines et complexes. Et donc ils font les malins, parce qu'ils pensent être dans le camp des plus forts. On est dans le camp des Blancs, les Occidentaux. Voilà, c'est des gens qui sont vraiment les serpillères des Américains et qui s'imaginent se grandir de cette façon. Il y a une sorte de complexe des Européens. J'en parlerai ça d'ailleurs dans la vidéo sur le Groenland. Il y a une sorte de complexe des Européens qui vivent dans des pays de petite taille,
qui ne sont pas forcément qui ne peuvent plus être des puissances internationales. Et même parfois des puissances régionales, c'est compliqué, quoi. Pour le Danemark, pour le Luxembourg, pour tous ces trucs-là. Donc ils se disent, on appartient au grand camp occidental des Blancs, et puis on se met à la remorque des Américains, et comme ça on est des gros durs. Sauf que s'ils veulent vivre dans un monde où le rapport de force et la force brute est l'arbitre des élégances, je suis pas sûr que ce soit très gagnant pour eux, parce que c'est un calcul de stupide. C'est un recul civilisationnel complet. Je veux dire, le droit, les règles de vie, ça fait partie des bases de la civilisation quand même. C'est à peu près aussi important que la roue, l'agriculture, voilà, le droit, c'est des fondements de la société, de la civilisation. Et ces types te disent non mais c'est de la merde, on va se taper dessus, en fait c'est tellement mieux. C'est pas très malin de défendre ce genre de vision du monde, parce que déjà, le rapport de force, ça peut changer dans le temps. Hein. Vous pouvez être le plus fort à l'instant T, et puis 20 ans plus tard, les évolutions démographiques, techniques font que c'est pas forcément le cas. Deuxièmement, la force ne garantit absolument pas le succès. Ça, c'est ce qu'on a vu en Afghanistan, où la plus grande armée du monde, les États-Unis, la plus grande force de toute l'histoire de l'humanité, s'est fait chasser du pays par une bande de baiseurs de chèvres en tongs, et équipés de Toyota et d'AK-47. Hein. Ça a duré, je sais plus, 15 ans, 20 ans, ils sont restés là-bas, et se sont fait chasser comme des malpropres. Il y a des films sur la débandade grotesque des troupes américaines voilà, ils sont partis avec eux entre les jambes. Parce que le succès militaire n'induit pas forcément un succès dans la durée. Ils n'ont pas réussi à transformer l'Afghanistan en un pays démocratique, hein, ils ont tout fait pour essayer d'avoir une armée afghane, avoir des institutions plus ou moins démocratiques afghanes, etc. Ça s'est effondré, ça n'a pas tenu. Parce que ça ne correspond pas visiblement à la manière dont ces gens souhaitent vivre, à leurs traditions, enfin j'en sais rien après. En Libye, c'est pareil. Ah, c'est génial, on a viré Kadhafi. Est-ce que c'est un succès pour autant? C'est pas sûr. Hein. On voit aussi le même exemple avec l'action des Russes en Ukraine. Il y a eu un coup d'État, le coup d'État du Maïdan, etc., qui est parti en sucette. Les Occidentaux ont continué dans la connerie. Et pour régler le problème, les Russes ont choisi, après tu as des discussions, etc., après justement d'essayer de discuter dans le cadre du droit international, eh bien ils ont eu recours à la force. Ils en tirent d'ailleurs une forme de légitimité à l'international, parce que la plupart des observateurs savent très bien ce qui s'est passé pendant le Maïdan. Ils savent que les discussions des accords de Minsk, tout ça, ça a été reconnu d'ailleurs par Hollande et Merkel comme étant un gain de temps pour préparer les Ukrainiens à une guerre contre la Russie. Donc, aux yeux des gens bien renseignés, même si c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, ça apparaît comme une forme de défense contre l'OTAN, etc. Donc ils en tirent une forme de légitimité d'avoir justement respecté, d'avoir tenté de discuter, respecter un peu le droit international, même si c'est toujours compliqué d'être respectueux du droit quand en face, effectivement, des gens ne le font pas. Mais c'est quelque chose qui a été au crédit de Poutine sur la scène internationale. Alors en tout cas, maintenant ils utilisent la force depuis 2022 pour essayer de régler le problème, même s'il y a des succès diplomatiques, militaires, etc. Pour l'instant, la situation est enlisée. Pour l'instant, ça reste un truc qui mobilise énormément de ressources vis-à-vis des Russes, de ressources humaines, militaires, matérielles, financières. Et pour le moment, le succès n'est pas garanti. On a vu que l'annexion de la Crimée, qui d'ailleurs s'est fait sans l'usage de la force, avec une tentative de respecter, entre guillemets, le droit international en faisant voter les populations, en donnant un vernis démocratique à tout ça, qui est perfectible, qui est quand même mieux que ce qu'on peut voir ailleurs, mais enfin bon, voilà. De toute façon, il y a un souhait de ces populations qui sont russophones et qui étaient russes de rester dans le giron russe, mais enfin bon, on va pas discuter de tout ça. Le fait est que la Crimée n'est toujours pas reconnue internationalement comme étant russe. J'ai regardé vite fait pour voir où ça en était. Je crois qu'il y a 8 ou 10 pays dans le monde qui ont reconnu la Crimée russe. Tu vois, c'est la Corée du Nord, le Venezuela, le Nicaragua, 2-3 pays comme ça. Mais c'est pas le cas de la majorité du monde. Même l'Inde et la Chine sont un peu timorés là-dessus et restent flous et ambigus, parce que de toute façon, ça ne respecte pas le droit international. C'est pas parce qu'on est le plus fort que ça légitime ensuite les conquêtes et que ça garantit le succès sur la suite. Les États-Unis, quand même, ils ont une longue tradition, je crois que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est ça. Hein. Ils ont théoriquement gagné la plupart des guerres, sur le plan technique, tactique, etc. Mais sur le plan stratégique, ça a toujours été des échecs. Et ils se sont toujours fait virer de partout, ça ne tient pas.
Donc l'usage de la force ne garantit absolument pas le succès, et c'est encore le cas ici avec le Venezuela, où au lieu de supprimer, de terminer le régime mourant de Maduro, eh bien, il se pourrait que ça radicalise les populations dans l'anti-américanisme. Enfin, troisième point, il y a quand même un problème aussi de rapport au rapport de force, qui n'est perçu, comme je le disais, par ces droitardés, etc., que comme de la force brute militaire. Or, les États-Unis plus l'Union européenne, aujourd'hui, ne sont même plus les plus forts. Parce que c'est pas juste une question de taille de marché, de taille de budget de défense, etc. Il y a des réalités sur la force qui sont beaucoup plus nuancées et diverses que cela. Et c'est d'ailleurs pour ça que les sanctions contre la Russie ont échoué. Parce que la Russie, c'est pas le plus grand pays du monde, hein. Enfin, terrestrement, oui, mais en termes d'économie, d'avancement technologique, etc., c'est pas le pays le plus avancé. Tout le monde se moquait d'eux en disant « Oh, ils ont le PIB de l'Espagne, etc. » La réalité, c'est que la Russie a pu résister aux plus grandes sanctions de toute l'histoire, un truc avec 40 pays. Ils ont résisté à ça, et ils ont même pu résister sur le plan militaire, parce qu'ils ont eu une véritable réflexion sur les sanctions, sur l'indépendance, sur la souveraineté, et t'as pas besoin d'être le plus nombreux, d'avoir la plus grosse économie pour résister. Ce qu'il faut, c'est avoir accès aux matières premières, aux sources d'énergie, à des capacités pour les transformer, et puis après, effectivement, une certaine indépendance dans l'industrie de défense. Et là, tu peux faire beaucoup plus de trucs que tous ces couillons d'européistes qui se branlent parce que on achète des trucs aux Chinois qu'on vend 10 fois plus cher et ça fait un gros PIB. C'est très intelligent. Donc les États-Unis et l'Union européenne ne sont pas les plus forts parce qu'actuellement, justement, ils n'ont pas un très bon accès à l'énergie, en particulier l'Union européenne, ni aux matières premières, ni à leur capacité à les transformer. La population est vieillissante et pacifiste. Il y a même, je crois, il y a les 3/4 de la population aux États-Unis qui ne sont pas, qui sont exclus de la conscription, qui ne sont pas mobilisables parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils sont dépressifs, parce qu'ils sont drogués, parce que, etc. Ils sont tout simplement pas utilisables. Donc en plus, quand on a viré les vieux, les pacifistes, etc., les obèses, il n'y a plus grand monde pour faire la guerre, quoi. En plus de ça, il y a eu tout un processus de désindustrialisation qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas capable de tenir tout seul une guerre de haute intensité. Il n'y a rien, en fait, pour fabriquer suffisamment de cartouches, d'obus. C'est comme pour le Covid. Ils se sont rendus compte, on n'a rien pour fabriquer des masques. C'est quand le problème arrive qu'ils découvrent qu'il faut avoir un minimum de souveraineté. Tiens, la Russie déclenche la guerre. Est-ce qu'on a du matériel? Non. Ah, est-ce qu'on peut en fabriquer? Non. Non, mais on va faire l'Europe de la défense. Enfin, c'était pas il y a 10 ans qu'il fallait le faire. Puis d'ailleurs, ça fait 3-4 ans là qu'ils devaient faire l'Europe de la défense, avoir plus d'autonomie, plus de capacité à agir, à machin. Résultat, zéro, pot de balle. Ils ont passé leur temps à acheter du matériel américain et à compter sur l'OTAN. Résultat, maintenant, ils se font enculer sur le Groenland. Ça va être très drôle, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et puis, il y a la question de la fragilité technique, des infrastructures, de la société. Enfin, on a des pays qui sont surendettés, qui sont exposés à des crises financières. Demain, la Chine peut bousiller le système financier mondial en vendant massivement les dettes américaines. Ils en ont suffisamment. Alors, c'est pas forcément dans leur intérêt, ils prendraient aussi tarif, mais il y a tout un tas de moyens pour la Chine de foutre le bordel dans le système financier américain. Et créer du désordre, des pertes, des paniques. Peut-être d'ailleurs que ce qui se passe actuellement sur l'argent, plus largement sur les terres rares, mais la montée des prix des matières premières, des minerais et en particulier de l'argent, et il y en a qui suspectent la Chine d'être derrière, ça peut faire couler certaines banques américaines. Des banques qui manipulent le prix de l'argent en vendant des positions à découvert, des positions vendeuses, et si le prix monte trop haut, il y a un moment, il va falloir régler le problème. Donc c'est peut-être ce genre de réponse d'ailleurs que la Chine va apporter à l'attaque américaine contre le Venezuela. Il peut aussi y avoir des problèmes de piratage. Ça aussi, ça fait partie du rapport de force. Est-ce que vos infrastructures, qui dépendent maintenant énormément du numérique, et puis nos sociétés modernes sont extrêmement dépendantes de l'électricité, vous coupez l'électricité une semaine, c'est la fin du monde, hein. Plus rien ne fonctionne. Les systèmes de paiement ne fonctionnent plus, plus personne ne sait se faire à bouffer, enfin c'est la catastrophe. Vous avez le risque de cyberattaque. Vous avez la France, aujourd'hui c'est toutes les semaines que la France subit une cyberattaque. Ça fait partie du rapport de force. Donc il ne faut pas simplement avoir des gros porte-avions, des grosses réserves de munitions, etc. C'est un ensemble de choses. Être capable d'assurer son indépendance, sa sécurité sur des points névralgiques de la société, l'approvisionnement en énergie,
la sécurisation des systèmes informatiques. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des pannes gigantesques? Enfin, est-ce qu'il y a une préparation des populations aussi à ça? Est-ce que les populations sont préparées à subir ce genre de rapport de force? Tout ça fait partie en fait d'une réflexion sur la souveraineté, sur l'indépendance, qui pourrait avoir lieu d'ailleurs au niveau européen, puisque cet argument de l'union fait la force, etc., n'est pas totalement exclu. Hein. Si chaque pays doit dans son coin assurer sa sécurité informatique, son approvisionnement en ressources, etc., enfin, c'est vrai que c'est mieux de le faire à une échelle commune. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et qu'on voit aujourd'hui que c'est l'Union européenne qui nous fragilise sur tous ces points, qui nous empêche d'avoir une pensée stratégique, parce qu'au prétexte que tel et tel pays n'y voit pas d'intérêt, n'ont pas cette pensée, par exemple, préfèrent déléguer leur défense à l'OTAN, on va acheter du matériel américain, otanien, etc., c'est bon. Et puis après, on se retrouve dans la main des Américains, puis on l'a dans l'os. Donc, aujourd'hui, on voit que c'est l'Union européenne qui, comme d'habitude, nous empêche d'avoir une pensée indépendante, et on voit que tous ces droits tardés qui se moquent du droit international sont favorables à l'Union européenne, n'ont aucune pensée en termes d'indépendance, ont une vision très restrictive du rapport de force, et une vision sans doute, comment dirais-je, manichéenne, voilà, du monde, avec les gentils blancs contre le reste du monde, enfin, des logiques de bloc qui ne sont pas la réalité des choses, il y a des logiques d'intérêt qui sont beaucoup plus profondes. Donc c'était un petit peu ce que je voulais dire. D'ailleurs, c'est quand même assez ironique de voir ces gens qui trouvent qu'en France, les lois ne sont pas assez respectées, qu'il n'y a pas assez de sécurité, que les juges n'appliquent pas assez bien les lois, que la police ne fait pas son travail, que blablabla. Et puis, mais au niveau international, il faudrait supprimer toutes les lois et appliquer finalement la loi du plus fort et se comporter comme des racailles, hein, parce que c'est ça en fait, hein, c'est du piratage, c'est du vol, c'est de la rapine. Trump est un Lacoste TN, là. Hein. C'est une racaille de banlieue, là, Trump. Il va voler le pétrole des autres au prétexte qu'il peut. C'est des méthodes mafieuses. Donc voilà, je trouve ça bizarre, ces gens qui pleurnichent sur le manque de sécurité en France, puis réclament un monde où il n'y a aucune sécurité, où c'est la loi du plus fort. Alors bien sûr, le droit international, enfin, faut pas être naïf sur la réalité du monde et sur le fait que tout le monde se réclame du droit international, mais quand c'est dans leur intérêt de ne pas le respecter, ben, chaque pays est tenté de se torcher le cul avec. Et l'action de Trump est en cela parfaitement débile, puisque déjà ce n'est pas du tout de la légitime défense, hein, c'est une agression vulgaire et violente, qui en plus ne sert à rien, puisque ça n'a pas changé la situation au Venezuela, et ça ouvre la voie à des pays qui n'attendent que ça, de pouvoir s'affranchir du droit, d'utiliser la force, voire même de légitimer a posteriori des violations du droit international. C'est Medvedev, je crois, qui a dit qu'il trouvait ça très inspirant, et finalement, il pouvait aller capturer des dirigeants qui ne leur plaisent pas, à commencer par le chancelier allemand Merz. Bon, ça donne des idées à des gens qui n'ont pas envie de suivre le droit international, mais se disent, bon, si on passe telle limite, c'est un peu gros. Ah bah non, finalement, les États-Unis l'ont fait, alors bah, on va s'autoriser à le faire. Voilà. Donc c'est toujours un curseur, en fait, et plus il y a de gens qui respectent certaines règles, et plus ces règles ont de chances d'être respectées par des gens qui seraient tentés de les franchir. Avec l'action de Trump, on s'oriente vers un monde beaucoup plus régi par la force, et c'est malheureusement un monde où tout le monde va y perdre, y compris le plus fort. Je viens de prendre l'exemple d'Israël, parce qu'Israël se torche le cul avec le droit international, a une politique de colons et refuse de respecter des résolutions du droit qui visent justement à condamner la politique de colonisation d'Israël et lui demande de se retirer de territoires qui ont été acquis par la force. Israël, c'est typiquement le monde sans droit, où on peut rentrer chez toi et voler ta maison, brûler ton bétail, exécuter des gens comme ça simplement parce qu'ils ne sont pas de la bonne religion, visiblement, puisque c'est quand même une histoire de religion. Et puis on peut décréter que telle terre est à nous parce que le bouquin l'a dit, etc. Non, il y a des règles de droit international et c'est pas le bouquin a dit. Voilà. Et quel monde, en fait, ça construit? Donc effectivement, Israël se torche le cul avec le droit. Mais il faut voir comment ils vivent maintenant. C'est pas très agréable. Je veux dire, ça fait 70 ans, c'est la guerre permanente. C'est des gens qui vivent entourés de barbelés, qui vivent sous un dôme de protection contre des missiles, des roquettes et des machins qui leur tombent sur la gueule. L'intégralité de leurs voisins veut les bousiller. Donc ils vivent dans une crainte légitime, mais qui peut aussi dériver sur de la paranoïa. C'est pas très agréable au quotidien de vivre dans cette situation d'insécurité permanente, en fait.
D'ailleurs, les droits tardés prennent souvent comme exemple Israël. Regardez comme ils assurent bien leur sécurité. Non, ça me tente pas trop, quoi. Je préfère vivre dans un monde avec du droit, même si il ne protège pas directement, comme peut le faire une arme ou je sais pas quoi, mais tendre vers le respect du droit. Et il y a des sociétés où le cambriolage est condamné, mais il faut vivre avec une arme, porte close, avec des barricades. Et puis il y a des pays où le cambriolage est tout autant condamné, mais on peut garder sa porte ouverte, parce qu'en fait, globalement, le droit est respecté par les gens qui y vivent. Voilà, il y a une forme de civilisation. Donc chacun son pays, chacun sa civilisation. Visiblement, eux, ils veulent vivre, on va pas citer de pays, mais ils veulent vivre dans un pays de merde, quoi. C'était la conclusion auquel je voulais en venir. L'action de Trump a tendance à ouvrir la fenêtre d'Overton vers un monde beaucoup plus régi par la force et le rapport de force direct, brutal, vulgaire, des rapports de racailles et de mafieux, plutôt que sur un monde régi par le droit. Et ça, malheureusement, c'est un monde où tout le monde perd, y compris celui qui est le plus fort. J'espère avoir été assez clair, avoir pas fait trop de digressions. Comme je l'avais dit au début du direct, je suis un petit peu claqué à cause de problèmes de santé covidesques qui traînent, etc. Et enfin voilà, ça permet pas d'être le plus dynamique. Je vous remercie d'être passé comme d'habitude sur ce formidable direct. N'hésitez pas à vous rendre sur zoneartisanale.com pour profiter des promos de début d'année. Passez aussi sur Tipeee, financez mon merveilleux travail. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt là pour toujours plus de singerie, sur le Groenland, sur tout ça.